Indus et Inde, bastions orientaux des Éthiopiens, tiré du livre Histoire millénaire des Africains en Asie du professeur Runuko Rashidi. Comme précédemment exposé, la présence africaine en Asie antique était visible du point le plus occidental aux extrémités les plus orientales et méridionales du continent, et ce jusqu'au beau milieu du Pacifique. Quoiqu'à des degrés moindres, cette influence existe encore aujourd'hui. L'existence dans le Baloutchistan d'une langue dravidienne ou méridionale, indienne, isolée, à savoir le brahoui, est une donnée très importante qui confirme l'existence de migrations noires ininterrompues vers l'arrière-pays asiatique à une époque fort reculée. Parallèlement, des investigations plus poussées suggèrent que la langue élamite serait apparentée à la famille des langues dravidiennes. Notons que les tentatives les plus prometteuses pour déchiffrer l'écriture de la vallée de l'Indus s'appuie sur les écritures dravidiennes. La preuve linguistique, dans une analyse combinatoire, A2 de 4, entre parenthèses, le type linguistique de la langue des inscriptions de l'Indus nous apparaît sous forme agglutinante. De toutes les langues connues du sous-continent indien, seules les langues dravidiennes appartiennent à ce type. Le paradigme de déclinaison découvert correspond à la déclinaison du dravidien. L'alternance d'un suffixe nul et d'un suffixe génitif attesté dans les inscriptions de l'Indus est une caractéristique du dravidien. Le déchiffrement démontre une étape de développement du dravidien, plus ancienne correspondant aux prévisions, les étymologies ou suffixes entre parenthèses. L'ordre des mots est le même dans le dravidien que dans les inscriptions de l'Indus. Les lois de l'homophonie s'accordent avec la structure des morphèmes du dravidien. Tiré du journal of Tamil Studies, numéro spécial sur le déchiffrement de l'écriture de Mohenjo-Daro, de David W. McAlpin. Pour la référence de la citation. Le commentaire de Diodore de Sicile, écrivain contemporain d'Auguste, reflète lui aussi ce propos. Je cite, « D'Éthiopie, il, Osiris, reprit sa route à travers l'Arabie le long des côtes de la mer Érythrée et s'avança jusqu'aux Indes et jusqu'aux confins de la terre habitée. Là, il fonda un nombre considérable de villes et nomma une d'elles Nissa, voulant laisser le souvenir de la cité de Nissa où il avait été élevé en Égypte. Il planta du lierre dans cette Nissa indienne et c'est le seul endroit de l'Inde ou des contrées limitrophes où cette plante pousse encore. Il laissa d'ailleurs bien d'autres marques de sa présence dans cette région, ce qui amena les Indiens par la suite à élever une contestation à propos de ce dieu et à prétendre qu'il était de race indienne. Osiris pratiqua également la chasse à l'éléphant. Partout, il laissa derrière lui des stèles comme témoins de son expédition. Tiré de Diodore de Sicile, Bibliothèque History, livre 1, paragraphe 19, 6. Les évolutions culturelles du complexe de la vallée de l'Indus, avec ses vastes extensions en Asie centrale et sur la péninsule indienne où son héritage demeure visible, ont pour origine la présence noire en Asie antique. Reposant au départ sur le commerce, le complexe de la vallée de l'Indus atteindra son apogée entre 2200 et 1700 avant Jésus-Christ. Cette phase particulière est appelée phase harapéenne, en référence à Harappa, qui est l'un des premiers sites archéologiques référencés au Punjab dans la vallée de l'Indus. En fait,
Harappa a attiré l'attention dès 1856. Aucune fouille n'y a cependant été entreprise avant les années 20, époque à laquelle Harappa fut sauvagement pillé pour alimenter en matériaux de construction la ligne britannique de chemin de fer. Les graves dommages infligés au site par cette indifférence coupable envers l'une des plus grandes cités de l'Antiquité sont incommensurables. En 1922, dans la province pakistanaise du Sindh, à environ 560 km au nord-ouest d'Harappa, on identifia sa cité jumelle Mohenjo-Daro, le tumulus du mort entre parenthèses. Mohenjo-Daro est presque la réplique exacte de Harappa. Dans son cas, les fouilles ont commencé la même année. Selon toute vraisemblance, Mohenjo-Daro et Harappa formaient les principaux centres administratifs du complexe de l'Indus. Depuis leur découverte, plusieurs autres sites, dont Chanu-Daro, Kalibanjan, Quetta et Lothal, ont été mis à jour. Le déclin de la civilisation harapéenne a été attribué à divers facteurs, dont une baisse des revenus agricoles causée par la surexploitation des sols, l'accroissement des crues suite à des turbulences tectoniques dans l'Indus inférieur et les inscriptions toujours plus nombreuses de tribus nomades agressives et très battent en guerre venues d'Asie centrale. Vers 800 avant Jésus-Christ, ces tribus nomades aryennes avaient conquis le Pakistan et tout le nord de l'Inde, réunissant leur nouveau territoire sous l'appellation Aryavarta, c'est-à-dire le pays arien. Dans tout l'Aryavarta fut instauré un ordre social rigide, segmenté en castes dans lequel les Noirs vaincus, les Sudras, furent relégués au plus bas de l'échelle et condamnés à servir les castes supérieures. Ces castes supérieures sont les suivantes. Les Brahmanes, c'est-à-dire l'élite aryenne identifiée par la couleur blanche, les Kshatriyas, du secteur militaire et administratif identifié par la couleur rouge, et les Vaishyas, marchands et fermiers identifiés par la couleur jaune. Viennent ensuite les Sudras, eux-mêmes identifiés par la couleur noire. Sur l'échelon le plus bas, en dessous des Sudras, il y avait les hors-castes, ou intouchables, des parias, dont les rangs étaient composés de rejetons des unions malheureuses entre Brahmanes et Sudras. On trouvait également parmi ces hors-castes les populations anciennes de l'Inde qui s'étaient retranchées dans l'arrière-pays pour échapper à l'avancée des envahisseurs et qui finiront, malgré tout, par tomber sous la coupe aryenne. Un code pénal et religieux qui régissait jusqu'aux aspects les plus infimes de la vie quotidienne fut mis sur pied pour maintenir ce nouvel ordre. Pour les Sudras et les hors-castes, le code était tout simplement draconien, avec peu sinon aucune ambiguïté à leur égard. Ce sujet très sensible peut être présenté comme une approche d'étude des relations raciales et culturelles antiques. Afin de permettre aux lecteurs de l'apprécier, nous citons ici quelques articles aux rigueurs excessives des textes de la loi de Manu. Manu était un sage indien mythique qui serait l'un des descendants de Brahman. Je cite: les deux fois nés, Brahman, Kshatriya, Vaishya, qui dans leur folie épousent des femmes de la base, caste, Sudras, avilissent aussitôt leurs familles et leurs enfants à l'état de Sudras. Quiconque épouse une femme Sudras devient un hors-caste, selon Sonaka, à la naissance d'un fils, et selon Brigu, quiconque obtient un rejeton mâle d'une femme Sudras seule, un brahmane qui prend dans son lit une femme Sudras sombrera après sa mort en enfer. Qu'il ne soit permis à aucun brahmane mort d'être porté par un Sudra. Quand des hommes de la même caste se trouvent à portée de main, car l'offrande qui est souillée par le toucher d'un Sudra
se fait au détriment du passage du mort au ciel. Un brahmane peut, au bon plaisir du roi, interpréter la loi en sa faveur, mais jamais un sudra. Un kshatriya ayant diffamé un brahmane devrait payer une amende de 100 panas entre parenthèses, un vaisya 150 ou 200. Un sudra devra subir une punition corporelle. Un brahmane devra payer une amende de 50 panas pour avoir diffamé un kshatriya. Dans le cas où c'est un vaisya, l'amende devra s'élever à 25 panas, 12 dans le cas où c'est un sudra. Un homme une fois né, un sudra, qui insulte un homme deux fois né avec des invectives grossières aura la langue coupée car il est de bases origines. S'il mentionne avec insolence les noms et castes du deux fois né, une tige de fer longue de 10 doigts sera plongée, chauffée au rouge dans sa bouche. S'il apprend leur devoir au brahman avec arrogance, le roi devra lui faire verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans les oreilles. Un homme de basse caste qui essaie de s'asseoir sur le même siège qu'un homme de caste élevée sera marqué sur la hanche au fer chaud puis banni, où le roi lui fera entailler le derrière. Si dans un sursaut d'arrogance il crache sur un supérieur, le roi devra lui faire couper les 2 lèvres, s'il urine sur lui, le pénis, et s'il pète à son encontre l'anus. Fin de citation. Pour les sudras et les hors-castes, la loi de Manu était, comme nous l'avons souligné, en l'illustrant d'un exemple, brutale et inhumaine. Elle était conçue de façon à les maintenir éternellement dans leurs conditions inférieures de génération en génération. Le véritable nom sanskrit pour les castes est Varna, littéralement la couleur. Il existait toutefois une voie vers le salut, et c'est Manu lui-même qui en énonce la méthode. Un sudra qui est pur serviteur de son mieux être gentil dans ses propos dénués de fierté, et qui cherche toujours refuge chez les brahmanes, atteint dans sa vie suivante une caste plus élevée. Comme son nom l'indique, la vie d'un hors-caste indien était emplie de misère et de pauvreté. Nourriture et boissons, s'il en voyait, ne devaient être prises. Il vivait généralement dans des campements aux abords des villes et des villages. Durant certaines périodes de l'histoire indienne, les hors-castes ou intouchables avaient interdiction de pénétrer de nuit dans la communauté hindoue voisine. À d'autres époques, il leur était interdit d'y pénétrer de jour. En effet, l'ombre même du hors-caste pouvait souiller. Ils avaient pour consigne de s'attacher un balai dans le dos afin d'effacer toute trace de leur passage. Une coupe était attachée autour de leur cou pour recueillir la salive susceptible de tomber de leurs lèvres. Les seuls biens que pouvaient posséder les intouchables étaient les chiens et les ânes. Leur repas était composé de restes, leurs vêtements prélevés sur des cadavres. Les principales fonctions des intouchables étaient limitées à balayer les rues, ramasser les animaux morts, ainsi que les cadavres humains et nettoyer les sols de crémation, toute fonction considérée comme impure même par les sudras. Les réactions inévitables contre cet ordre social apparurent rapidement et prirent différentes formes, comme au VIe et Ve siècle avant Jésus-Christ, l'humanitarisme des Jains, mais également le bouddhisme. Ce dernier bénéficiera d'une diffusion géographique plus importante et sera rattaché à Siddhartha Gautama. Une origine africaine ou noire de Bouddha et du bouddhisme
africaine ou noire du Bouddha ou du bouddhisme, est soutenu avec force depuis plusieurs siècles. Le moindre regard posé sur la statuaire, la plus ancienne de Bouddha, semble pouvoir corroborer cette hypothèse, et particulièrement en Inde et en Asie du Sud-Est. Que Gautama Siddhartha soit né en Afrique ou en Asie ne constitue aucunement un obstacle à cette assertion. Xia, par exemple, auteur du premier compte-rendu général sur l'Inde, rédigé par un Européen, Indica of Xia, mentionne de fortes concentrations de noirs dans les régions de l'Himalaya oriental et du Gange, supérieures à la plupart des récits plaçant le lieu de naissance de Gautama. Voir Ancient India as a described by Xia, the Canadian Translate Edition, J. Mark Trindle, London. Pour la référence. En guise de conclusion sur l'émergence de Bouddha, on ne peut que s'interroger sur les parallèles curieux entre les Immaculées conceptions de la vallée du Nil, Isis et Horus par exemple, et celle de l'Inde. La mère de Bouddha, Maya, était considérée comme tellement pure qu'aucun homme ni même un dieu ne pouvait la regarder avec les yeux du désir. Le bouddhisme faisait peu de cas des castes et était, au demeurant, plus populaire dans les régions centrales, orientales et méridionales de l'Inde, où il y avait une profusion de populations noires. Maya, la mère de Bouddha, et Devaki, la mère de Krishna, étaient vénérées en tant que vierges. Elles furent représentées avec l'enfant sauveur dans les bras, exactement comme est représentée de nos jours la Vierge des chrétiens. Maya était tellement pure qu'il était impossible à Dieu, l'homme ou Asura de la regarder avec un désir charnel. Krishna et sa mère sont presque toujours représentés noirs. Le terme même de Krishna signifie noir, tiré de T.W. Down dans Bible Myths, New York True Seeker, 1970, page 326-327 pour la référence. La dynastie Nanda, qui régna en Inde durant le IVe siècle avant Jésus-Christ, était d'origine Sudra. Elle est plus ou moins passée sous silence dans l'histoire indienne. À l'image du jaïnisme et du bouddhisme, la dynastie Nanda est le produit des antagonistes entre les différentes castes rigides de l'Inde. Ce manque apparent de popularité qui frappe la famille Nanda pourrait avoir pour cause la détermination avec laquelle le fondateur Sudra s'est emparé du pouvoir pour immédiatement le consolider. C'est en tout cas ce que révèle cet extrait que nous avons pris à la littérature indienne antique. Un fils, je cite, un fils de Mahananda, né d'une femme Sudra, sera roi. Mahapadma, Nanda entre parenthèses, qui exterminera tous les Kshatriyas. Après cela, les rois seront d'origine Sudra. Mahapadma sera seul monarque, ramenant tous sous son autorité unique. Il aura 88 ans sur la terre. Il déracinera tous les Kshatriyas, exhortés par la possibilité d'une fortune future. Il aura 8 fils, d'entre lesquels Sukalpa sera le premier. Et ils seront rois à la succession de Mahapadma pendant 12 ans. Fin de citation. Bien que les informations relatives à Mahapadma soient limitées, la plupart des récits font de lui un homme remarquable à plus d'un titre. On lui attribue l'arrêt de l'avancée orientale d'Alexandre avec une armée de 80 000 chevaux, 200 000 fantassins, 8 000 chars de guerre et 6 000 éléphants dressés pour la guerre.
Le centre de sa puissance, mais brève dynastie, se trouvait à Magadha, dans l'actuel état du Bihar en Inde orientale. Cet état est resté depuis lors sous la domination des Noirs, ce qui est vrai aujourd'hui encore. Jusqu'à une époque récente, cet état était singulièrement exempt de colons ariens, ces derniers considérant avec mépris la population de la région. Pour tenter de rétablir le prestige de la région, peut-être faudrait-il souligner que Gautama lui-même effectua de nombreux voyages au Bihar, y jouissant de l'amitié des premiers souverains, et que c'est dans cette région qu'il atteindra l'illumination. Contemporain de Gautama, Mahavira est identifié comme le fondateur du jaïnisme. Il est né au Bihar en 599 avant Jésus-Christ. Les Nanda étaient assez favorablement disposés envers les bouddhistes et les jaïns. Ils ont acquis une grande renommée pour leur patronage de l'érudition. Au Nanda succéda la dynastie Maurya, également d'origine Sudra. Le fondateur de la dynastie est Chandragupta Maurya. L'occasion de prendre le pouvoir s'offrit à lui suite au retrait des forces expéditionnaires d'Alexandre vers 320 avant Jésus-Christ, s'engouffrant dans le vide ainsi créé dans le Punjab et en Inde occidentale. Chandragupta dressa une immense armée pour marcher vers l'est et affronter les forces Nanda qu'il finira par vaincre. Pendant un règne de 24 ans, Chandragupta étendra considérablement un empire déjà vaste arraché des mains des Nanda. Plus tard, les Maurya allaient régner depuis Pataliputra, capitale du royaume de Magadha, sur ce qui était alors le plus vaste empire du monde. Sous contrôle Maurya, Pataliputra est devenue une ville magnifique et très prospère. Selon Phayen, le palais royal, les halls abritaient au sein de la cité, les murs, les portes et les sculptures incrustées semblaient être l'œuvre d'esprits surhumains. Tiré de B.N. Perry dans Cities of Ancient Age de Mary Menke par Cachan, 1966, page 64. Bindusara, fils de Chandragupta, succéda à son père vers 300 avant Jésus-Christ. Son règne fut caractérisé par l'expansion économique avec l'élargissement des lopins de terres cultivables. Ce fut ensuite Ashoka, fils de Bindusara, qui prit la succession de son père pour devenir la personnalité la plus singulière de la dynastie Maurya et l'un des plus grands rois de la longue histoire indienne. Ashoka fut couronné autour de 268 avant Jésus-Christ après l'éviction de plusieurs princes rivaux. Des récits bouddhistes nous apprennent qu'ayant débuté son règne en suivant les traditions militaristes de Chandragupta et de Bindusara, Ashoka connaîtra en 261 avant Jésus-Christ une profonde transformation. Les grandes souffrances humaines provoquées par la répression d'une grande révolte dans le Kalinga, dans l'actuel Orissa, lui firent renoncer à la violence et adopter le bouddhisme comme religion personnelle. Avec ce regard neuf, une série de réformes sociales furent engagées. Elles étaient extrêmement humanistes, voire radicales pour l'époque. Pour citer Ashoka lui-même, il n'est pas la meilleure œuvre que de répandre le bien-être dans le monde. Quelles qu'aient été mes grandes actions, je les aurais accomplies dans l'unique but d'alléger ma dette envers tous les êtres vivants. Citation d'Ashoka de Romila Thapar dans Ashoka and the Decline of the Maurya, 1977.
Les récits bouddhistes nous apprennent également qu'au cours des dernières années de sa vie, Ashoka s'impliqua tellement dans le concile des moines bouddhistes que les affaires de l'État s'en trouvaient fort négligées et le roi fut destitué lors d'une révolution de palais. Néanmoins, à long terme, l'influence d'Ashoka sur les affaires du monde a été considérable. Les diplomates bouddhistes avaient été envoyés aux 4 coins du monde, en Égypte, en Libye, en Grèce, à Rome, en Asie du Sud-Est et probablement en Chine. En gage de paix, Ashoka envoya son propre fils au Sri Lanka avec une branche de l'arbre Bodhi sous lesquels Gautama avait atteint l'illumination. Après le règne d'Ashoka, la dynastie Maurya traversa une période de déclin rapide, vraisemblablement due aux politiques intérieures et extérieures très personnelles de ce souverain. Ces 2 dynasties, Nanda et Maurya, représentant néanmoins la prise de pouvoir spectaculaire et soudaine de la caste inférieure des Sudras, avec un règne consécutif et ininterrompu de plus de 150 ans. Après la destruction de la civilisation de la vallée de l'Indus, les dynasties Nanda et Maurya apparaîtront comme les prochains exemples significatifs d'exercice de pouvoir par les Noirs en Inde et au Pakistan. Cette tradition de grandeur des Noirs sera conservée après la chute des Maurya dans l'extrême sud de l'Inde, au sein des royaumes dravidiens tardivement apparus. Les Dravidiens sont les Éthiopiens d'Orient, de la littérature grecque. Ils ne se distinguent des Noirs d'Occident que par leurs cheveux lisses. Les voyageurs vénitiens Marco Polo, qui visita longuement l'Inde du Sud, fit un grand nombre d'observations extrêmement détaillées sur les Dravidiens. L'extrait que nous proposons ci-dessous illustre parfaitement un sentiment de fierté lié à leur appartenance raciale. Je cite: « En effet, lorsque les enfants naissent, on les oint une fois par semaine avec de l'huile de sésame, et on les fait ainsi devenir notablement noirs. Car je vous dis que celui qui est le plus noir on le tient pour plus précieux et plus beau que les autres qui ne sont pas aussi noirs. Et encore, vous dis-je, une autre chose, car je vous dis que ces gens font portraiturer et peindre tous leurs dieux et leurs idoles en noir et leurs diables en blanc et de neige, car ils disent que Dieu et tous les saints sont noirs et que les diables sont tous blancs. Voilà pourquoi ils les font portraiturer et peindre ainsi que vous les avez, oui. Je vous le dis, ils font les images de leur idole toutes noires. » Le divise tiré de Marco Polo, le divisement du monde, la découverte, poche, page 446. Le passage ci-dessus est suffisamment explicite. Nous n'allons pas nous y attarder davantage. Le terme dravidien dérive lui-même, selon toute vraisemblance, d'une corruption aryenne de tamoul. Il désigne à la fois un type ethnique caractérisé par une texture de cheveux allant de lisse à ondoyante, associée à des traits physiques négroïdes prononcés, et une famille de langues parlées par plus de 100 millions de personnes, dont le tamoul bien sûr, mais aussi le télugu, le Kannada, le malayalam, d'où est tiré le nom de Malaisie, et le tulu. L'hypothèse qui prévaut largement aujourd'hui est celle qui fait des Dravidiens les fondateurs du grand complexe de la vallée de l'Indus. Ils sont les Dasa, les Dasyu, exécrés du Rig Veda, les adversaires éternels des tribus nomades d'envahisseurs aryens. Ce sont ces mêmes peuples, les Dasa,
et les Dacius qui vont devenir les Sudras. Les masses noires vaincues et réduites au statut d'esclaves en Aryavarta, comme nous l'avons déjà dit. La phase arapéenne du complexe de la vallée de l'Indus avait déjà amorcé son déclin lorsque les incursions aryennes, comparables au départ à un petit ruisseau, se muèrent en un torrent puissant. Les Aryens sont sans conteste les responsables de la destruction finale et totale du complexe de la vallée de l'Indus. La plupart des sites de l'Indus identifiés cessant d'être habités à partir de cette époque. Ceux des Noirs qui peuplaient encore les sites de l'Indus durant la phase de déclin et avant l'arrivée massive des Aryens ont soit perdu la vie pendant l'Holocauste, soit quitté définitivement la région en laissant derrière eux les ruines et leurs cités exceptionnelles. Sur ce point, il est difficile de contester des faits d'ailleurs, les Aryens avaient parfaitement connaissance des ruines qui les environnaient. Le passage suivant illustre clairement notre propos sur les Aryens. Les gens à qui ces sites en ruine, ces postes à l'abandon, appartenaient autrefois ces nombreuses habitations largement dispersées, ceux qui au Vaisvanara, ayant été chassés par toi, ont émigré vers une autre contrée. Les terres vers lesquelles migrèrent les Noirs étaient situées tant dans l'Inde intérieure qu'à l'étranger. Ainsi, par exemple, nous pourrions mentionner la tradition préservée par l'écrivain chrétien de l'Antiquité Eusèbe, qui affirme que durant le règne d'Amenhotep III, un corps d'Éthiopiens émigra d'un pays des abords de l'Indus pour s'installer dans la vallée du Nil. Cité par George Rawlinson, Ancient Monarchy, 1880. Je cite, « Il y a l'histoire de ce roi éthiopien Gange, relatée par Samuel Purchas, qui, avec son armée éthiopienne, passa en Asie pour tout y conquérir jusqu'à la rivière, Gange. Purchas, His Pilgrimage, 7 Africa, page 551. Pour ce qui est de Dendera, au siècle dernier, et avant que ne soit tracé le canal de Suez, les troupes de l'armée indienne effectuaient un long voyage de Calcutta à Portsmouth. Au plus grand étonnement des officiers britanniques, les Sepoys reconnurent les immenses images de Hathor comme un de leurs propres dieux hindous et ils lui rendirent un culte dans le grand temple vide. John Romer, dans People of the Nile, page 214, donc c'est People of the Nile, c'est le peuple du Nil, certains hindous prétendant que le Nil est un de leurs fleuves sacrés. Ils considèrent également les montagnes de la Lune en Ouganda, Congo, entre parenthèses, et le mont Meru, Tanzanie, entre parenthèses, comme sacrés. En Inde, comme dans les royaumes indianisés du sud-est, le mont Meru était considéré comme la demeure des dieux. Chacune de ces phrases reflète des relations vieilles de plusieurs millénaires entre les Noirs de l'Afrique et l'Asie méridionale. Le Kebra-Négast éthiopien considérait l'Inde occidentale comme une région de l'Empire éthiopien. Murugan, le dieu des montagnes, fils de la déesse mère, est une divinité typique et primordiale de l'Inde dravidienne. Il est intéressant de remarquer qu'au moins 25 tribus d'Afrique vénèrent Murungu comme dieu suprême et à l'instar du dieu dravidien Murugan, Murugu l'Africain réside dans les montagnes sacrées. Upadhyaya, Dravidian and Negro African, International Journal of Dravidian Linguistics, 1976, page 39.
Voilà pour la référence. L'importance du passage cité. Plus haut, aux yeux, si on considère que le règne d'Amenhotep III dans la vallée du Nil, 1417-1379 avant Jésus-Christ, est contemporain aux incursions aryennes dans la vallée de l'Indus. D'une part, les Dravidiens sont les descendants de migrants de la vallée de l'Indus qui ont traversé l'Inde centrale pour s'installer dans le sud, ce qui entre en parfaite adéquation avec les traditions dravidiennes qui ont conservé le souvenir de cités florissantes perdues ou détruites dans un passé lointain. De même, on pourrait voir un lien entre la condition de navigateur des anciens habitants de la vallée de l'Indus et les plus récents royaumes dravidiens de l'Inde du Sud, grande puissance maritime de leur temps. Dans la vallée de l'Indus, la figure de la déesse mère était patente, ce qui est plus en phase avec les civilisations anciennes de l'Afrique, mais aussi de l'Asie. L'Inde du Sud ne déroge pas à la règle et on remarque qu'à l'exception de quelques cas en pays tamoul, les divinités des villages dravidiens sont presque toutes féminines. D'autre part, dans les districts télégus, les divinités masculines sont parfaitement méconnues du panthéon dravidien, les quelques rares exceptions étant reléguées au rang de subordonnées préposées aux divinités féminines qui sont les détentrices du pouvoir suprême. La domination du sexe féminin parmi les divinités du village des Dravidiens, qui représente l'élément racial principal en Inde au moment de l'afflux des Aryens, est caractéristique et est contraire au cas connu du brahmanisme ancien ou à un degré moindre de l'hindouisme moderne. Dans ce dernier cas, les divinités suprêmes, qui se partagent la pieuse adhésion de la grande majorité des hindous orthodoxes, sont toutes deux de sexe masculin, Shiva et Vishnu. Il est vrai que leurs différentes énergies ou principes actifs, leurs saktis, sont déifiés au travers de leurs femmes, mais cette exception apparente peut s'expliquer par l'influence corruptrice exercée sur la foi brahmique orthodoxe par un contact étroit et prolongé avec la culture aborigène du pays, culture considérant les déesses mères comme les plus importantes divinités de son panthéon. James Hornell, dans The Ancient Village Gods of South Antiquity, volume 18, page 82-83, je cite, « Même de nos jours, dans presque tous les villages de l'Inde méridionale, une forme de déesse mère est adorée sous les attributs de la divinité du village. Elle est particulièrement invoquée pour écarter les mauvais esprits, les maladies contagieuses et les épidémies. Les rituels associés à ce culte ne portent aucune trace d'influence venant des coutumes aryennes ou du culte brahmique. Le terme Amma, qui se rapporte à cette déesse de village, ainsi qu'à des maladies telles que la variole et autres causées ou guéries par elle, trouvera son parallèle dans le même terme Amma utilisé par les Dogons du Soudan français. À l'instar de l'Inde dravidienne, des autels sont dressés dans ces régions de l'Afrique pour sacrifier et rendre le culte communautaire de la divinité Am, Upadhyaya. De James Hornell, page 40. Il a toujours existé dans l'Inde méridionale historique 3 grands royaumes, Pandya, Chola et Chera. Pandya fut le royaume le plus méridional, il s'étendait d'un littoral à l'autre. La ville la plus importante de Pandya était Madura, qui fut florissante dès le début de l'ère chrétienne. C'est à Madura
que se trouve la fameuse chapelle du Tamil Sangam. Les Sangams, qui étaient au nombre de 3, étaient des corporations de 48 érudits qui établissaient des normes et régnaient sur toutes les productions littéraires. Les rois Pandya recevaient ces intellectuels avec les plus grands honneurs. Au nord-est de Pandya se trouvait le royaume de Chola, dont on dit qu'il abriterait le tombeau de l'apôtre saint Thomas. Au nord-ouest de Pandya se trouvait le royaume de Chera, auquel viendra à succéder une 4e puissance, le royaume de Pallava. Les royaumes du sud de l'Inde étaient assez bien connus en Occident pour y avoir délégué plusieurs ambassades, notamment à Rome, et ce malgré la grandeur des distances qui les séparent. À l'époque où les relations commerciales de ces deux régions étaient à leur apogée, l'Inde méridionale aurait récolté annuellement quelques 100 millions de sesterces de l'économie romaine. Un pouvoir noir en Asie du Sud-Est. Les premiers royaumes d'Asie du Sud-Est ont émergé aux environs du IIIe siècle de notre ère. La région a commencé par attirer l'attention parce qu'elle était une source abondante de coraux, mais aussi de produits forestiers et minéraux, tout d'une très grande valeur. De petites colonies de marchands indiens s'établirent peu à peu en divers endroits stratégiques de la région afin de sécuriser un libre accès à ces produits. Ces Indiens apporteront ainsi avec eux leur conception de la gouvernance, l'architecture, la littérature, la religion, etc. Sous l'impulsion de ces colonies indiennes, comprenant de nombreux éléments issus des populations dravidiennes, et avec le génie indigène des populations Mon ou Austriques, toutes deux très négroïdes et très nombreuses, apparurent les premiers États d'Asie du Sud-Est. On n'y trouve aucune trace de migration en grande échelle, d'invasion armée ou de conversion forcée. Le premier royaume d'Asie du Sud-Est s'appelait Funan. Il était situé dans le sud des actuels Kampuchéa, Cambodge entre parenthèses et Vietnam. Les historiens chinois qui visitèrent la région ont décrit les habitants comme étant petits et noirs. Ils ont également dépeint une zone d'ancrage sûre avec de vastes entrepôts pour les nombreuses flottes marchandes passant régulièrement dans la région. En plus des activités commerciales de Funan, l'élément vital à son existence et à celle des royaumes amenés à lui succéder était un réseau sophistiqué de mécanismes dits hydrauliques et de canaux conçus pour contrôler à la fois l'inondation annuelle et l'ingression de la mer. Les villes majeures de Funan, dont les plus importantes étaient Ok Eo, Sans Chemin et Angkor Boré, se retrouvaient le long de ces canaux où naviguèrent régulièrement des bateaux. Tout ceci précède évidemment de plusieurs siècles les célèbres canaux de Venise. Funan commença à voir sa splendeur décliner au cours du VIe siècle suite à la perte de routes d'échange vitales et à d'importants revers agricoles. Son dernier roi, Rudravarman, 514-539 après Jésus-Christ, était un dévot de Vishnu. Il envoya plusieurs missions diplomatiques en Chine, pays qui devenait une puissance régionale. Le royaume de Shenla succéda à celui de Funan. Il émergea à la suite d'un mariage politique entre le petit-fils de Rudravarman et une princesse de Shenla. Dès lors, le centre régional du pouvoir bascula vers le nord, qui possédait des pierres en abondance.
Elles seront alors, pour la première fois, utilisées comme principal matériau de construction. L'histoire de Shenla est très semblable à celle de Funan. À un moment donné, à la fin du 8e siècle, le commerce avec l'Inde fut interrompu, entraînant un effondrement administratif. Shenla se désagrégea en une kyrielle de petits États insignifiants et belliqueux. Pour une courte période, le pouvoir régional bascula vers l'Indonésie, où régnait avec beaucoup de détermination la dynastie des Shailandra. L'État le plus important d'Asie du Sud, mais aussi le plus permanent, avait pour centre Angkor, au Cambodge. Il tenait plus de l'empire que du royaume. On pourrait éventuellement faire remonter les racines d'Angkor à Funan, Shenla et aux Shailandra d'Indonésie qui représentant tous des États indianisés. Angkor fut conçue pour être autosuffisante. Elle fut dotée de grands temples de pierre ainsi que d'une population nombreuse et vigoureuse. Le facteur vital étant un magnifique projet d'irrigation à la base duquel se trouvait une série de grands réservoirs artificiels alimentés par les rivières locales et reliés entre eux par un réseau de canaux formant un quadrillage rectangulaire. Les réservoirs appelés Baraïs étaient placés au point le plus haut dans le système des rivières. Ils étaient utilisés pour alimenter une immense chaîne de canaux d'irrigation couvrant l'ensemble des basses terres. Pendant les 640 ans de l'existence d'Angkor, de grands souverains sont apparus, les uns à la suite des autres, marquant le monde de leur empreinte par de prodigieux îlots, de temples, l'immense lac artificiel Indratataka et les temples montagnes d'Angkor Wat, d'Angkor Thom et du Bayon parmi les plus puissants. Même à l'apogée de sa grandeur, Angkor était en but à des batailles incessantes avec le royaume du Champa situé au sud-est. Le Champa était une colonie de l'Inde centrale qui partageait de nombreux éléments communs avec la culture matérielle d'Angkor. Il était toutefois légèrement plus faible, moins bien situé et ne disposait pas d'autant de ressources naturelles. En réalité, on peut rattacher la chute des royaumes noirs en Asie du Sud-Est à l'afflux toujours croissant de type ratio-mongoloïde venant du Nord. Même les royaumes Mon de Thaïlande et de Burma, dont la statuaire représentant le Bouddha et les Bodhisattvas est la plus négroïde au monde, finiront par être renversées. L'histoire des Noirs en Asie antique se confond essentiellement avec celle des royaumes noirs en Asie du Sud-Est. Les bâtisseurs des premiers royaumes ne seront renversés qu'en dernier lieu. L'influence noire intermittente en Asie antique reste néanmoins permanente et éternelle. Les nations asiatiques modernes, qu'elle en ait conscience ou non, ont purement et simplement été érigées sous tutelle africaine.